Partout au Québec, vous écoutez l'émission radio consacrée à la chasse, à la pêche et au plein air, Rendez-vous Nature. Voici Ernie Wells. Allô tout le monde, tous les chasseurs, pêcheurs et amateurs de plein air et les autres, bienvenue à notre rendez-vous nature de cette semaine. Et je salue tous les chasseurs de notre grand gibier l'orignal sur les 3 zecs de la province. Mais les périodes de chasse sont variables. La chasse débute toujours avec l'arc et l'arbalète. Et voyez-vous, comme dans le cas de la zone 27 ouest, c'est le mâle seulement. Les zecs Batiscan-Nelson et aussi dans la zone 13, la zec du Moine et Janotte dans la zone 26. La chasse est en cours depuis le 20 septembre. Alors donc, il faut vérifier les calendriers. Dans la zone 15, du côté est comme du côté nord, on chasse l'orignal avec bois. Et comme c'est le cas aussi dans la zec Lavigne, à partir du 27 septembre. Et la zec Le Sieur le 20 septembre. Voyez-vous, il y a des dates qui diffèrent. La limite de capture peut varier aussi. Dans plusieurs zecs, c'est 3 permis par orignal récolté. Ailleurs et dans la forêt publique, c'est 2 permis par bête. Mais comme dans la réserve faunique de la CEPAC, c'est un orignal par groupe simple. Ça, vous avez un groupe simple, on entend 2, 3 ou 4 chasseurs, ou 2 orignaux par groupe double. Ça, c'est formé par 4, 5, 6, 7 ou même 8 chasseurs. Eh bien, je salue les amateurs qui nous captent depuis la forêt et je leur souhaite, bien sûr, une bonne chasse. Et comme les agents de protection de la faune sont en baisse d'effectifs, plusieurs bureaux sont fermés et les chasseurs, donc, deviennent donc les yeux et les oreilles des agents de la faune. N'hésitez pas à appeler SOS Braconnage pour apporter tout acte envers des animaux blessés que vous pouvez croiser en forêt, mais aussi tout acte ou de situation qui menace la faune. Il s'agit d'un service gratuit et confidentiel. Alors, appelez le 1-800-463-2191. Tout chasseur rêve de découvrir des territoires lointains, des paysages exceptionnels, de cibler des gibiers exotiques, bref, de vivre de nouvelles expériences, vivre la chasse d'une vie. Je ne pouvais pas lancer la 12e année de Rendez-vous Nature sans parler avec un chasseur, guide de chasse de CEPAC-Anticosti, qui justement a réalisé ce rêve à la fin mai, Samuel Saint-Laurent de Saint-Donat de Rimouski. Samuel, tu as vécu une chasse que tu as appelée une chasse de rêve en Nouvelle-Zélande, et même si ça fait quelques mois, comme on dit, tu n'en es pas encore revenu. Non, j'ai encore la tête là-bas, de me remémorer les histoires de chasse qui s'est passées. C'est incroyable. D'après moi, je vais m'en rappeler toute ma vie. Là. Puis là, tu es revenu au travail. La chasse sur l'île d'Anticosti a débuté le 28 septembre. Là, j'imagine qu'auprès de tes autres compagnons, là, tu racontes aussi ta chasse là, en Nouvelle-Zélande. Exact. Là, on est tous... un peu des maniaques ici, puis on était tous là, contents de se revoir, de conter nos histoires, là, puis les gars, ils attendaient avec impatience là, de voir les photos du voyage, les vidéos de l'expédition, là, de jaser de ça autour de la table. Là. C'était vraiment cool là, de partager ça avec eux. Là. Oui, en préparant l'émission, tu m'as parlé que tu avais vécu ce qu'on appelle aussi une chasse de classe mondiale. Qu'est-ce que tu entends par classe mondiale? Moi, dans le fond, j'ai été apporté là, à voyager carrément en Nouvelle-Zélande. Du fait que c'est des calibres de gibier trophées qui sont convoités partout dans le monde. Là, quand on parle du Red Stag, du Himalayan Tahr, c'est des trophées un peu qui font rêver tout chasseur confondu, que ce soit de l'Europe, des États-Unis et du Canada. Oui. Mais là, on s'imagine que tout est différent en Nouvelle-Zélande, les paysages, les gibiers, comme tu le dis, les façons de chasser, les terrains de chasse. Mais d'abord, il faut s'y rendre. Comment on prépare une genre d'expédition comme celle-là, puis on part de où pour arriver où? C'est une expédition qui demande quand même énormément de préparation au niveau logistique. Moi, j'ai été chanceux de faire partie d'une équipe que les gars sont amenés à voyager beaucoup. Fait qu'il y avait un bon bagage à ce niveau-là. Quand on parle de logistique, il faut regarder les transports aériens, le bagage, les côtés techniques un peu, les armes à feu, comment que ça marche, comment que ça fonctionne. Le fait de se rendre avec le outfitter là-bas. Tout pour que ça matche ensemble, parce que si tu prends un vol de retard, ça te prend un plan B. Oui, c'est ça. Vraiment à jour là-bas. Là. OK. Donc, tu pars de Montréal, c'est Montréal-Vancouver, je pense, jusqu'à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Puis ça, c'est 15 heures de vol, 20 000 kilomètres. Exact. Dans le fond, nous, on a fait Montréal-Vancouver, là, qui c'est quoi? Peut-être 6 heures de vol. Oui. Rendu à Vancouver, on est obligé de prendre d'attendre 10 heures là-bas du fait que il n'y avait pas vraiment de vol qui nous permettait d'arriver directement à Auckland. Puis il fallait passer soit par l'Australie,
Fait que ça nous rallongeait. Puis ensuite de ça, on s'est rendu à Auckland. On a pris un petit vol intérieur d'Auckland vers Christchurch. Puis là, à ce moment-là, le pourvoyeur est venu nous rencontrer là, à Christchurch. Là. Ouais, puis après ça, on s'est rendu en véhicule. Oui, c'est la pourvoirie South Pacific Safari, hein, c'est ça. Exactement. Mais toi, tu faisais partie d'un groupe qui connaissait déjà la pourvoirie South Pacific Safari. Oui, exactement. J'ai eu la chance de faire partie d'un groupe, là, eux autres, que c'était leur 2e année, qui allait chez le pourvoyeur. Puis c'est les gars de Born to Hunt. Eux autres, ils avaient été la première année. Puis ils ont décidé de monter un groupe, là, de partager ça avec un peu la clientèle, si on peut dire. Là. Puis moi, j'ai été chanceux de faire partie de ce groupe-là. Là. Fait que eux autres, ils avaient déjà une bonne expérience, puis ils savaient un peu comment procéder là, à tout ça pour que ça se déroule bien. Ouais, c'est beaucoup mieux comme ça. Mais une fois que tu arrives, que tu es sur place, que tu t'installes pour combien de jours? Nous, on s'est installés là, pour environ une dizaine de jours là, pour chez le pourvoyeur, dans le fond. Là. Puis là, j'imagine aussi que c'est à ce moment-là, donc lors de la première soirée, que les membres de l'expédition choisissent leur type de gibier qu'ils veulent récolter. C'est un peu ça? Oui, exact. Puis on travaille beaucoup, un peu comme au Québec, je vous dirais, en fonction de la météo. Il y a des gibiers du fait que c'est des terrains extrêmement montagneux. Il y a des gibiers qu'on va favoriser de récolter au plus vite selon la météo. Comme nous, dans le fond, là, le premier gibier qu'on est allé, c'était l'Himalayan Tahr, du fait qu'il était en montagne un peu rocheuse, si on peut dire. Oui. La météo était plus favorable pour nous de faire ça dès le premier jour. Moi, je vous cacherai pas là, que c'était quelque chose. On fait une vingtaine d'heures de travel, plus le décalage horaire. Le lendemain, boum, tu décolles des montagnes pour une chasse quand même assez intense. Que j'ai adoré. Mais c'est sûr, c'est vraiment la météo qui va faire la fonction du gibier convoité. Oui, puis c'est curieux quand même. J'ai fait des recherches, puis je voyais que il y a quand même... Toi, t'es guide de chasse à Sepak-Anticosti, mais du côté de la Nouvelle-Zélande, les deux ont des affinités, tant l'île que la Nouvelle-Zélande, parce que comme Anticosti, la Nouvelle-Zélande a comme importé la majorité du gibier qu'on peut y chasser. Puis ça avait été introduit par des colons européens au 19e siècle. Donc, avant ça, les seuls mammifères qui pouvaient exister dans la Nouvelle-Zélande, c'était les chauves-souris. Oui, c'est ça. C'est vrai. Puis moi, ce que j'ai un peu... ce qui m'a piqué de ça, c'est que le guide qu'on avait là-bas était un peu de la même tranche d'âge que moi. Fait qu'on avait beaucoup de points en commun d'interchanger le fait que les deux, on est sur une île, les deux, on a un peu des ressemblances, c'est des cervidés qui ont été introduits, comme tu dis. Fait que ça a été particulier. J'étais vraiment enthousiaste là, de jaser de ça avec Dan, là, dans le fond, notre guide. Ouais, tu étais un peu en pays de connaissances, finalement, sans l'être vraiment, mais exact. Un peu dans ce sens-là. Puis c'est ça, les espèces introduites, c'est le cerf élève, le wapiti, le daim, il y a des chamois, il y a des tares de l'Himalaya, il y a du petit gibier aussi, comme des lapins, lièvres et des wallabies. Wallabies, c'est un genre de petit kangourou. Puis c'est plus petit un peu que ceux qu'on retrouve en Australie. Mais en commençant le séjour, donc, tu choisis tes gibiers, puis toi, tu avais choisi de prélever quelle espèce en particulier? Moi, dans le fond, je suis allé là-bas avec un de mes amis, un peu plus comme accompagnateur, puis on avait décidé de vraiment faire des gibiers typiques de la Nouvelle-Zélande, typiques de la Nouvelle-Zélande, qui sont connus de là. Oui, c'est ça, comme l'Himalayan Tahr, le Red Stag. Ça, c'était comme notre priorité là, de gibier. Fait que le premier matin, on s'est dirigé en montagne pour faire l'Himalayan Tahr, qui était en route. Puis, c'est ça, là, rendu sur site, là, on a été quand même en mesure d'en apercevoir quand même beaucoup. Ça, ce qui était intéressant. Puis les autres gibiers, les autres cervidés, comme le stag, c'est comme un peu l'hiver, eux, le rut était fini, fait qu'ils étaient plus en alimentation, un petit peu plus à découvert, le rut était fini, tu sais, le calme après la tempête, fait qu'on a vraiment focusé sur le Tahr, là, pour la météo et tout, là, la difficulté d'accès surtout, là.
Oui, c'est ça, parce que c'est ça, toute la chasse se passe finalement en terrain montagneux, en haute montagne. C'est très difficile. C'est des types de chasse que toi, au départ, tu n'avais jamais vécu. Donc, ça doit être quand même aussi toute une adaptation pour s'engager dans une expédition comme celle-là. Ça pourrait être en bonne forme physique aussi. Oui, exactement. Puis, tu sais, les gars je guide présentement, je suis quand même assez relativement en forme pour me déplacer en forêt avec mes clients. Ah oui. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai vite compris que c'était une game à part. Là. Les gars sont extrêmement en shape, puis je pensais avoir des bons yeux, là. C'est quelque chose de spotter ça là-bas. La faune est tellement différente de ce qu'on connaît. Comme qu'on disait, le terrain, c'est dur à pratiquer. Là. Au départ, nous autres, on avait regardé pour y aller directement en hélicoptère pour se faciliter un peu la tâche. Okay. Puis on s'est dit, on y va pour tout pour le tout. On part à pied, puis s'il y a de quoi, on collera un hélicoptère sur lieu, sur place. Oui, puis comme ça se passe en haute montagne, en terrain montagneux, donc ça veut dire que ça oblige des tirs à très longue distance. Oui, exactement. Ça prend quelqu'un qui est quand même assez habile en tir là, pour pouvoir effectuer des récoltes là-bas. Nous, là, la moyenne de ce qu'on voyait, c'était 300 à 400 verges et plus pour effectuer un tir. Là. OK. Puis c'est quel calibre de carabine à ce moment-là? Nous, on a été reçus avec des 308 dans le SACO. OK. Mais dis-moi, là, il y a quand même une particularité chez le guide de la Nouvelle-Zélande, c'est que on peut dire qu'il fait toute la job, puis le chasseur, lui, tout ce qu'il a à faire, c'est de prendre son arme au moment du tir, lorsque le gibier a été identifié. Donc, c'est le guide qui porte l'arme. Oui, exactement. C'est moi, ce que j'ai été surpris un peu de ça, c'est ça. Le guide porte l'arme, porte le monoculaire là, pour faire du scouting, du repérage. Ouais. Puis, au moment lieu, le gibier est identifié selon la catégorie. Pour l'Himalayan Tahr, c'est pas mal une catégorie. Mais si on regarde sur les autres gibiers, il y a vraiment des catégories qui vont définir ce que toi, tu recherches. Okay. Comme un peu, pour ceux-là qui se connaissent, le Boone and Crockett. Oui. C'est que ça va aller avec des scores de panache, dans le fond. Oui, donc, puis tu disais que pour sauver du temps aussi, puis il reste quand même que c'est en terrain rocheux, montagneux, vous étiez héliporté vers les sites de chasse, mais j'imagine que pour rapporter la venaison, rapporter le gibier, ça doit être en hélicoptère, c'est pas avec un portable winch que tu ramènes l'animal, là. Non, ben dans le fond, nous, on a été chanceux. Notre école pour le Tahr, on a été capable de monter à pied en montagne. Celui-là, on l'a pas héliporté. Rendu sur site, le guide, lui, s'occupe. Tu sais, nous, c'est une autre façon de travailler. Le guide s'occupe de faire le procédé, là, les viscérations du gibier et tout. Okay. Puis après ça, il va le skinner sur place. OK. Il le skinne complètement sur place, puis ils ont des sacs là, un peu conçus pour ça, des sacs à dos avec un rack. Puis là, on va comme se séparer la charge à la gang pour le descendre au VTT, dans le fond. Là. OK. Pour ce gibier-là, on a été chanceux. Oui, puis la venaison, évidemment, vous ne la rapportez pas, c'est trop loin. Il se passe quoi avec la venaison? La venaison, ben ça dépend des gibiers. Il y a des gibiers que, malheureusement, comme beaucoup, ils vont être un petit peu plus délaissés. Quand je dis délaissés, ils vont servir pour les chiens du outfitter qui sont nourris avec ça, qui vont servir comme plus pour faire un peu de la pâtée, si on peut dire ça comme ça. Oui. Puis le reste de la venaison va être distribué là, aux communautés locales. Là, dans le fond, c'est toute la pourvoirie qui s'occupe de ça, dans le fond. OK. Donc, au final, vous avez le groupe a fait donc d'excellentes chasses. Vous avez récolté vos gibiers. Il n'y a pas eu d'incident de parcours qui est arrivé. Qu'est-ce que tu peux retenir d'une excursion comme celle-là? Parce que c'est vraiment une excursion, là. Moi, ce que je peux retenir, c'est que le moment présent est important. Puis je me voyais, je le dis tellement à mes clients ici, profite-en, mais ce que tu vis là, c'est fort, mais attends d'être rendu à la maison puis de repenser. Puis de prendre le temps de t'imbiber de ça. Tu sais, de regarder autour, de vraiment prendre le temps de t'imbiber de l'expérience. Puis quand j'étais là-bas, un moment donné, les dernières journées, on a fait le stag, qui est une bête
exceptionnel. Moi, sérieusement, c'est un de mes coups de cœur dans les gibiers, là, depuis que je suis là-bas, depuis que je connais cet animal-là. Puis, un moment donné, j'ai pris 5 minutes comme faire, hey, t'as pas vu. T'es pas à la maison, t'es à l'autre bout du monde, avec des tripouilles, puis tu chasses une bête mythique, là, tu sais. Puis, ce petit moment-là, je pense que c'est ça qui m'a permis que ce soit encore plus intense rendu à la maison. Ouais. C'est de le revivre. C'est ça, comme je le disais en introduction, c'est vraiment une chasse de rêve. C'est au retour, tout ce qui te reste, c'est des souvenirs de tout le voyage, de l'expédition. Puis, exactement. Puis comme n'importe quoi, ça passe toujours trop vite. Mais est-ce que tu penses revivre un jour une telle expédition de chasse ou pour toi c'est classé ou tu as d'autres projets à venir pour aller chasser à l'extérieur du continent? Je te dirais que j'ai d'autres projets en tête pour chasser à l'extérieur. J'ai des idées, puis j'ai eu aussi des connaissances. Je me suis fait des amis. Je considère ça comme des amis à cette heure, la gang de boys avec qui j'ai été. Oui. Et si l'opportunité se représente d'aller ailleurs, c'est sûr que je décolle. Ça, ma poche est prête. Je te demanderai pas combien que ça coûte, mais il y a un prix à payer pour vivre un voyage comme celui-là. Juste l'avion, ça doit être quand même assez épouvantable. Mais je pense que quand on fait un voyage d'une vie, ça n'a pas de prix. Alors donc, on est prêt à investir le montant que ça coûte. C'est ça. Je te dirais que le voyage en tant que tel, là, un gars a un VTT nœud, puis il en reste dans les poches, là. OK. Dis-moi, là, t'es revenu sur Terre, mais même si ton esprit est encore souvent du côté de la Nouvelle-Zélande, t'es revenu sur Terre. Là, je te parle de ton secteur de chasse qui est dans l'est de l'île d'Anticosti, dans le secteur Chaloupe. Et donc, t'as déjà exploré le territoire, bien sûr. La chasse, comme j'ai dit, a commencé. Qu'est-ce que tu vois? Quelles sont tes observations quant à la situation du chevreuil en début de saison? Je te dirais que c'est quand même bon. Moi, j'ai été quand même chanceux les 2 dernières années qu'on a passées à l'île, c'était des années assez exceptionnelles niveau boc, niveau quantité. C'était des bonnes années. Là, c'est revenu à la normale, on a de très beaux gibiers. Je te dirais que c'est quand même bon, les chevreuils. Tu sais, on va dire, le monde, en début de saison, la mortalité, il y en a chaque année, malheureusement, mais il n'y a pas eu une mortalité qui est lourde, qui affecte vraiment la qualité du secteur, dans le fond. Là. Ouais. J'ai vu des belles bêtes, là, puis ça va bien. On profite un peu là, du sourire des clients. Oui, mais il reste quand même une chose, c'est que souvent, il peut y avoir des mortalités, mais c'est pas, tu vois, c'est depuis 2 ou 3 ans environ que le cheptel est en forte croissance. Donc, lorsqu'il y a mortalité, c'est sûr que vous faites plus de découvertes à ce moment-là de bêtes qui n'ont pas passé à travers l'hiver, puis surtout des veaux d'un an, finalement. C'est ça. Tu sais, je te dirais, je vais me fier à ce que les lieux de la vieille me disent. La mortalité qu'ils voient, qui s'est vue, c'est pas de quoi qui est vraiment alarmant, puis c'était de quoi un peu, comme je dis, malheureux, mais qui est normal. Il n'y a pas eu un taux de mortalité excessif dû à un hiver comme par le passé que les gars ont connu, dans le fond. Là. Fait que, malheureusement, ça fait partie de la vie, et il y en arrive à tous les hivers, mais cette année, c'est quand même de quoi qui est raisonnable. Le gibier est quand même beau. Moi, je te dirais, j'ai vu des bêtes pour début de saison assez en bonne shape corporelle. La masse était quand même relativement belle. Fait que ça, c'était intéressant. Là. Ça va donner une chance, justement, là, pour les années à suivre. Toi, tu es un chasseur de big buck, comme on dit. Est-ce que tu as vu quelques beaux panaches? Ah, écoute, je me suis fait plaisir. Là. Il y en a des beaux, là, je pourrais te dire ça, là, tout le long en descendant, même quand on est arrivé, là. On a vu des belles bêtes, là, des beaux racks, comme on peut dire. Hein. Oui, c'est ça. Fait qu'il en reste des beaux, OK, il en reste encore. Donc, très heureux, comme Samuel Saint-Laurent de Saint-Donat-Rimouski qui a vécu la chasse d'une vie en Nouvelle-Zélande. Merci, Samuel, d'avoir partagé ton aventure à Rendez-vous Nature. Je te souhaite une belle saison de chasse, de beaux gros bocs, et puis de continuer de vivre ta passion comme tu le fais maintenant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Henri. Bonne journée. Au plaisir. Bye. Suivez toute l'actualité dans le monde de la chasse, de la pêche et du plein air sur le web grâce à Rendez-vous Nature. Tous les jours, soyez informés des principales nouvelles au Québec au rendez-vous-nature.ca. Reportages, entrevues, conseils de professionnels, vous connaîtrez tout de la chasse, de la pêche et du plein air à la radio et sur le web.
Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec. Suivez-nous au rendez-vous-nature.ca. Pour profiter pleinement des plaisirs de la chasse ou pour déjouer le poisson, les destinations de la CEPAC vous proposent de vastes secteurs exclusifs, des taux de succès élevés, des outils cartographiques de pointe et surtout du personnel qualifié et passionné. Aux quatre coins de la province, vous pourrez pratiquer votre activité préférée le temps d'une journée, lors d'un séjour en camping ou encore dans l'un de nos confortables chalets. Accédez au meilleur territoire de chasse et de pêche du Québec. Réservez votre séjour dès maintenant à cepac.com. Chasseurs, procurez-vous le Buck Thorax, l'écarteur de cage thoracique pour animaux sauvages. Ce bâton télescopique 100% en acier inoxydable alimentaire favorise le refroidissement et la préservation de la venaison en toute sécurité. Ne commettez pas l'erreur de la contaminer avec une branche d'arbre. Conçu à Rimouski, fabriqué au Québec, écologique, facile à nettoyer, résistant et compact. Disponible chez tous les bons marchands. Détails au www.buck-thorax.com. L'essayer, c'est l'adopter. Partout au Québec, de retour à Rendez-vous Nature. Voici Ernie Wells. De retour à Rendez-vous Nature, en dépit d'un ralentissement économique, Québec ne semble pas se gêner. Les usagers de la sauvagerie québécoise ne sont pas épargnés par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts avec des hausses de 27 à 52 %. C'est épouvantable. Au diable les pourvoyeurs, les villégiateurs, chasseurs, pêcheurs. Donc, j'en parle avec le président du regroupement des locataires de terre publique, Arthur Fortin. On a toujours dit que votre organisme était l'interlocuteur direct ou privilégié entre les détenteurs de baux et le ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Est-ce que c'est toujours le cas? Oui, c'est toujours le cas, oui. Effectivement, sur le dossier des baux, le dossier qui nous préoccupe le plus présentement, même avant le 1er avril 2026, le ministère avait cru bon de nous consulter. Malheureusement, cette consultation-là n'a pas donné bien des résultats, comme on a constaté dans la Gazette officielle qui a été publiée le 8 juillet. Là. Mais on nous a consultés aussi et on est encore considéré. On a des bonnes relations avec le ministère, on a des bons contacts aussi. Oui, mais on vous consulte, on vous dit qu'est-ce qu'on fait, mais on vous écoute pas trop, parce que vous avez fait quand même des recommandations, vous avez même fait un mémoire pour limiter la hausse des baux, puis il semblerait que là, c'est pas retenu du tout. C'est que Québec a la volonté d'augmenter les baux, comme je disais, de 27 à 52 % en 2026. Oui. Je vous rappelle toutefois, là, pour les gains et ainsi de suite, c'est sûr qu'on ne peut pas toujours gagner. Je pense que l'important, c'est qu'ils viennent prendre des informations sur les conditions des villégiateurs. Ouais. Peut-être un dernier dossier, toutefois, auquel on ne fait pas référence aujourd'hui, mais les tirages au sort qui avaient été arrêtés, supposément. On est revenu sur la décision, puis nous autres, on se sent drôlement responsable de ça, parce que je peux vous dire qu'on avait fait beaucoup de pression là-dessus. Alors, on n'est pas toujours gagnant. On verra bien sur ce dossier-là, parce qu'on a des recommandations là, qui ont un certain intérêt. Là. On a mis un peu d'eau dans notre vin. Et on espère que le ministère va en mettre un peu aussi d'ici le 1er janvier 2026. Oui, mais M. Fortin, avec les tirages au sort, c'est bien beau de donner à ce moment-là une certaine forme d'accès à la forêt aux Québécois, mais avec les prix qu'on demande maintenant de location de baux annuels, c'est rendu exorbitant. Même il y a des gens qui ont des chalets actuellement en forêt, puis ils n'ont plus la richesse de leur avoir avec des augmentations comme ça. Ce sera pas. Puis là aussi, on parle du régime forestier qui n'est pas encore réglé, qui donnerait 30 % de la forêt aux industriels, puis au diable, encore une fois, les villégiateurs puis les chasseurs. Non, je référais simplement à un dossier, mais vous savez, les dossiers en forêt, comme vous le mentionnez, il y en a vraiment plusieurs régimes forestiers, caribou air protégé, qui s'en vient rapidement. Je pense que ça va être un des prochains. L'état des routes, des chemins aussi, et le reste. Si on en revient à nos baux de villégiature, au coût des baux, c'est pas la seule facture qu'on paie. On n'y a même pas encore fait référence entre nous deux. Les taxes sont aussi une facture fort importante, taxes scolaires et taxes municipales. Si on revient au prix des baux, ce qui est un peu frustrant cette année, en mots bien précis, là, c'est qu'on était habitué à une augmentation de maximum 3 % en vertu d'une loi gouvernementale, qui est la loi 1, qui nous garantissait un maximum de 3 %. C'est M. Legault qui avait garanti ça en 2023 aux alentours. Et tout à coup, cette année, on décide de réviser tous les baux qui sont au minimum.
Alors, les baux qui sont vraiment touchés par des fortes augmentations en pourcentage subites, et vraiment subites, c'est ça qui est très frustrant, là. C'est pas des montants astronomiques, mais c'est tellement subi que ça nous fait presque dire que d'année en année, le ministère pourrait nous faire un peu le même coup, si on peut s'exprimer ainsi. C'est pour ça que dans notre compromis, on essaie de prévoir les années futures compromis dont on parlera peut-être. Mais donnez-nous des exemples de baux là, qui vont augmenter. Là. Si on parle d'un terrain minimum, là, ça va subir une hausse quand même de 46%. Ça va passer de 343 à 500 $. C'est quand même important. Ça va affecter 17 000 des 33 000 détenteurs de baux de villégiature. Mais il y en a d'autres augmentations aussi, là. Les abris sommaires. Oui, exactement. Exactement. Là, vous avez parlé des baux de villégiature. C'est pas tous les villégiateurs qui connaissent les abris sommaires. C'est un mode d'occupation qui est particulier à l'Abitibi. Assez particulier parce qu'il y en a 6 000 des 10 000 qui sont là. Pour les abris sommaires, les choses sont très, très simples. Elles vont toutes augmenter en termes de prix. L'abri sommaire, c'est pas grand-chose, là. C'est un petit terrain de 100 mètres carrés sur lequel on a un petit chalet maximum de 30 mètres carrés. Et eux autres, ils vont augmenter d'à peu près même plus que 50 52 de 198 à 300 $. Le problème qu'on a, je vous le répète, c'est en plus des taxes. Les abris sommaires, ça paie des taxes aussi, ça s'occupe des chemins et le reste. Mais le problème, c'est que si on accepte ça cette année, dès 2026, il n'y a aucune garantie pour les autres années. On nous dit, écoutez, si tout à coup on décide d'ici 2 ans une augmentation aussi élevée en termes de pourcentage, sur une longue période, on va y goûter. Alors, la problématique, c'est ça, là, c'est de s'entendre peut-être, et c'est ça qu'on veut rechercher présentement. On a fait un compromis, comme on mentionne, et on essaie de sécuriser nos villégiateurs entre 2 réévaluations des fameuses valeurs résiduelles. Là, on n'entrera pas dans les détails de ces valeurs-là. Des valeurs résiduelles qui sont révisées aux 5 ans. Entre ces 2 périodes-là, on essaie de sécuriser nos villégiateurs pour pas qu'il y ait encore d'hausses aussi subites sur des raisons qui sont, nébuleuses. On peut toujours trouver des raisons, mais il reste que tous ces gens-là qu'on hausse présentement étaient des gens indexés. Par le passé, étaient des gens indexés. Et dépendamment de la période sur laquelle on regarde la révision, c'est sûr qu'il y a des années où est-ce qu'il n'y a pas eu des augmentations astronomiques, mais sur une très longue période, ils ont eu des belles batailles aux alentours des années 2018, aux alentours des années 2010, sur une très longue période. Et ils ont quand même goûté un peu, ces gens-là, les abris sommaires, comme les baux de villégiature. Il y a aussi je pense qu'il y a environ 6 000 chalets là, qui changent de main là, par année au Québec. Ils vont connaître aussi des hausses assez importantes, là. Oui, alors là, la quantité de chalets qui changent de main par année, ce que nous a confirmé le ministère, c'est aux alentours de 1900 chalets. 1900, excusez, oui. Oui, chalets par année. Oui. Et dès qu'on change de main, le nouveau propriétaire se va attribuer des nouvelles valeurs de référence, qu'on appelle comme une espèce de valeur, si vous voulez, taxable sur le chalet. Et ces nouvelles valeurs de référence-là sont révisées tous les 5 ans et ils vont augmenter d'à peu près 20 % cette année. Alors, pour les 1900 qui vont être touchés par exemple, un transfert de bail vers le conjoint, un transfert de bail dans la famille, vers les enfants, même si c'est dans la famille, même si c'est envers le conjoint, même si c'est dû à un décès du propriétaire, les nouvelles valeurs de référence s'appliquent. C'est une autre façon un peu subtile pour le ministère d'augmenter à moyen terme les baux de villégiature. Vous voyez, les baux de villégiature, ça n'augmente pas de la même façon que les taxes. Les taxes, c'est à peu près aux 3 ans, selon les réévaluations. Les baux de villégiature, c'est quand ça change de main. Et quand, il y a des mesures comme cette année, très ponctuelles, première fois que ça nous arrive, sur une série de baux, vous l'avez bien dit tout à l'heure, là, qui touchent 17 000 baux de villégiature, plus 10 000 abris sommaires, qui touchent 27 000 baux au Québec sur les 40 000 baux. Alors, c'est une année tout à fait spéciale. On s'y attendait vraiment pas. On s'attendait cette année à ce qu'on nous dise encore une fois, voici, le taux d'inflation a été de temps. Et compte tenu que tous les coûts de la société augmentent un peu en fonction de l'inflation, on vous applique l'inflation, chose sur laquelle on s'est jamais trop plaint. On l'a assumé comme un peu tous les autres services gouvernementaux. Oui, mais là, la facture du bail là, qui change de main, là, c'est quand même important comme augmentation. Oui, surtout si la problématique, c'est surtout quand arrive, mettons, une modification au bail. Vous savez,
il y a beaucoup de baux qui sont un peu irréguliers dans le sens que ça n'a jamais été arpenté, vraiment les baux. Alors, si la personne veut vraiment repréciser la grandeur de son terrain, revoir la grandeur de son terrain pour le normaliser, mettons, à un terrain de 4000 mètres carrés, souvent les terrains de grandeur normaux qui passent par tirage au sort, c'est des terrains, on parle des baux de villégiature, c'est des terrains de 4000 mètres carrés. Alors là, il y a un problème. Là, il y a une modification au bail et là, ça coûte 1500 minimum à la personne. S'il n'y a pas de modification au bail, il y a une petite augmentation. Mais je le répète, la vraie augmentation, c'est plus sur tous les baux qui sont au minimum au Québec. Eux autres, ils subissent une augmentation qui est, à mon avis, trop subite et qui donne au ministère 3,9 millions qu'on vient chercher dans les poches des villégiateurs. Parce qu'on est quand même 40 000, là. Ouais. Alors, les petits montants sur les 40 000, ça donne 3,9 millions. Ça donne 20 d'augmentation de revenus sur les baux au ministère des Richesses naturelles et des Forêts. Et aussi, par exemple, il faut nous parler des MRC parce qu'elles se partagent ça à peu près moitié-moitié avec les MRC sur le territoire. Mais c'est ça, c'est que le regroupement des locataires de terres publiques que vous représentez et que vous présidez depuis quelques années maintenant, ben vous êtes élevé contre ces hausses-là exagérées. Vous les avez même qualifiées d'injustifiables et d'indéfendables. Mais vous avez quand même avalé le moton, comme on dit, puis là, vous l'acceptez à contre-cœur, mais vous demandez quand même à Québec d'étaler l'augmentation, mais sur une période de 3 ans. Ça, c'est... Donc, vous savez, on dit avaler le moton, c'est relatif un peu. On serait gagnant quand même. Alors, le compromis qu'on suggère, on a limité nos demandes parce que là, tu sais, le temps file et puis ça va s'appliquer à partir de janvier. Le ministère va devoir prendre une décision. Ça a des conséquences politiques. Ça va passer dans les mains des politiques. Ça devient une loi. Donc, ce qu'on a fait, c'est sûr qu'on a pris le bâton de pèlerin. On est allé dans les médias parce que la Gazette officielle, là, c'est pas grand monde qui lit ça. On est allé dans les médias. On a fait des pressions auprès des députés. Mais grosso modo, ce qu'on suggère, c'est d'étaler sur 3 ans cette augmentation-là. Ce qui fait que l'année prochaine, au lieu de donner 3,9 millions, on donnera à peu près 1,3 million. Ouais. On vient d'en gagner 2,6. Oui, mais... L'autre année, il y aura encore une augmentation, puis on gagnera encore un autre 1,3 qu'on ne donnerait pas au ministère. Et ce qu'on demande en plus, parce que ça, écoutez bien, là, si on signe ça cette année pour 2025, c'est pas dit qu'en 26, 27, 28, 29, les 4 autres prochaines années, avant les nouvelles révisions des valeurs de référence, il n'y en aurait pas d'autres des augmentations. Alors, ce qu'on demande en surplus au ministère, c'est de dire, écoutez, sur des décisions aussi ponctuelles qui ciblent une quantité très ciblée de villégiateurs, ceux qui sont au minimum, arrêtez-nous ça pour les 5 prochaines années. On vous offre de vous rendre à ce que vous voulez pour les 3 prochaines, mais laissez-nous tranquilles les 5 prochaines années. C'est toujours un beau risque, mais l'idée, c'est d'étaler la pilule à quelque part, c'est qu'elle est moins soudaine et elle a beaucoup moins de conséquences en termes de millions de dollars sur le territoire, là. Et à mon avis, si on accepte que le ministère peut-être... C'est sûr que les MRC ont beaucoup de travail à faire sur le territoire. Il y en a de plus en plus. Les forestières se retirent, ainsi de suite. Il y a de plus en plus de demandes. Et le reste, on s'en rend compte un petit peu aussi. On espère, par exemple, qu'en vertu des nouveaux montants qu'on leur donne, il va y avoir des nouveaux services, ce qui n'est pas tout à fait évident non plus. Ça, il faut que le monde se mobilise dans le milieu. Puis il faut que les gens, il y ait un syndicat pour les défendre. Puis présentement, à part le RLTP, je pense, revertir nos villégiateurs. Moi, je n'ai rien contre les MRC là, qui nous donnent certains services, mais les MRC ne sont pas le syndicat des villégiateurs. Eux autres, dans l'augmentation, je peux vous dire qu'ils vont en ramasser 50 %. Alors, oui, c'est pas eux autres qui vont aller sur la place publique, je ne penserais pas pour aller défendre des villégiateurs. Oui. Écoutez, pour 30 $ par année, là, être membre du RLTP, ça nous donne une sérieuse crédibilité lorsqu'on rencontre les ministères. C'est sûr qu'on peut toujours jaser puis posséder nos dossiers, mais quand on est appuyé par beaucoup de membres, ça nous donne beaucoup plus de chances. Quand vous dites que les MRC redonnent certains services, je ne suis pas très sûr de ça. Je connais des MRC qui ne donnent pas une CRISSA de scène, mais si on veut des choses, il faut payer plus. Alors ça va être à gratter sur cette histoire-là. Est-ce que la hausse des baux pour 2026 pourrait aussi se retrouver sous la tablette pour la prochaine année? Alors là, vous m'emmenez sur le dossier politique. Écoutez, on va tout vivre, probablement tous ceux qui sont en demande du gouvernement vont vivre une révision de leur stratégie, probablement, à ce moment-là.
Moi, écoutez bien, moi j'ai comme principe au RLTP que c'est pas avec les personnes qui sont devant nous là qu'on change notre argument. C'est plus quand on a un argument qui est défendable. Oui. Quand on a des dossiers qui ont été montés, quand on a une certaine crédibilité, quand on parle au nom là, des personnes qui sont sur le terrain, qui sont en périphérie, qui sont peut-être loin des pouvoirs de décision. Ça, je peux vous le dire, que nous autres, les villégiateurs, toujours un problème un peu, là. Nos gens sont loin un peu sur le territoire à quelque part. On essaie de convaincre les gens des métropoles qu'on provoque des retombées économiques importantes. On les a prouvées. On a fait des sondages, on les a déposés, des documents prouvant nos retombées économiques. Les villégiateurs, on a commencé à les sensibiliser. Les gens pensent qu'ils ont des droits acquis là, sur leur chalet, leur position par rapport au lac, ce qu'ils peuvent faire sur leur terrain et les prix aussi, comme on disait, de leur location. Là. Mais là, les gens commencent à dire que c'est pas si acquis que ça. Et une fois qu'elle est tombée sur notre dos, c'est dur après ça de se revirer les choses. Arthur Fortin, président du regroupement des locataires de terre publique, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite bonne chance parce que vous avez du pain sur la planche, c'est incroyable. Vous avez bien des dossiers à régler. Puis je vous souhaite autant de réussite que vous pouvez avoir de projets. Merci. On a beaucoup de choses à dire sur beaucoup de dossiers. Puis on peut aller éventuellement plus en profondeur sur certains dossiers. Puis je vous dis à une prochaine fois. Au plaisir. Suivez toute l'actualité dans le monde de la chasse, de la pêche et du plein air sur le web grâce à Rendez-vous Nature. Tous les jours, soyez informés des principales nouvelles au Québec au rendez-vous-nature.ca. Reportages, entrevues, conseils de professionnels, vous connaîtrez tout de la chasse, de la pêche et du plein air à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec. Suivez-nous au rendez-vous-nature.ca. Chasseurs, procurez-vous le Buck Thorax, l'écarteur de cage thoracique pour animaux sauvages. Ce bâton télescopique 100% en acier inoxydable alimentaire favorise le refroidissement et la préservation de la venaison en toute sécurité. Ne commettez pas l'erreur de la contaminer avec une branche d'arbre. Conçu à Rimouski, fabriqué au Québec, écologique, facile à nettoyer, résistant et compact. Disponible chez tous les bons marchands. Détails au www.buck-thorax.com. L'essayer, c'est l'adopter. Pour profiter pleinement des plaisirs de la chasse ou pour déjouer le poisson, les destinations de la CEPAC vous proposent de vastes secteurs exclusifs, des taux de succès élevés, des outils cartographiques de pointe et surtout du personnel qualifié et passionné. Aux quatre coins de la province, vous pourrez pratiquer votre activité préférée le temps d'une journée, lors d'un séjour en camping ou encore dans l'un de nos confortables chalets. Accédez au meilleur territoire de chasse et de pêche du Québec. Réservez votre séjour dès maintenant à cepac.com. Partout au Québec, de retour à Rendez-vous Nature. Voici Ernie Wells. Notre collaborateur bien connu, Stéphane Monette de la ferme Monette. Tous les matins, il n'en manque pas un. Steph est sur différentes plateformes sur le web pour jaser de chasse, de pêche et de plein air, comme il l'a dit lui-même. Mais Stéphane, il reste quand même que tout le monde, je pense, connaît la ferme Monette, mais c'est ton père Jacques et sa conjointe Nicole, donc ta mère, qui a lancé la ferme Monette quand même il y a 35 ans cette année, je pense. Exactement. Écoute, mon père, à l'époque, il prenait sa retraite avec ma mère dans le jeune âge parce qu'il était en affaires avant. Il avait vendu ses entreprises pour s'en aller directement à la ferme, justement, où est la ferme Monette. Ouais. Là, il dit à ma mère, my God, il dit, on peut pas rien faire. Fait que moi, à l'époque, je chassais beaucoup aux États-Unis, puis je suis arrivé avec une petite bouteille d'urine, puis j'avais dit, on devrait être capable de faire ça, nous autres. Parce que mon père et ma mère on était des passionnés de chevreuils. On a chassé mon père et ma mère, ils ont été d'un premier pourvoyeur à l'Anticosti. Ben oui, Stéphane, c'était quoi le nom de la pourvoirie à Anticosti? Il était chez Nemrotour, à l'époque où est-ce que c'était Noël Lorrain qui était là avec mon père. Puis ma mère s'occupait de toute la gestion avec mon père à Montréal. Puis Noël, lui, c'était le gars de terrain qui était à la pourvoirie. C'était à Rivière-Saumon qu'on faisait ça à l'époque. Oui. C'était la première pourvoirie qui s'est donnée à l'île. Ça a été mon père qui était avec M. Lorrain là-dedans. Fait que, j'ai grandi avec le chevreuil, moi. J'ai grandi directement là-dedans. Il y avait des bons contacts politiques? Ah, je sais pas de quoi tu parles. Oui, t'as grandi avec le chevreuil, puis t'as nourri les clients parce que t'as été cook aussi dans le pavillon. Oui, absolument. Ben, tu sais, moi, mes études m'ont amené
tout le temps de mes études, l'été, j'allais guider à l'île pour aider au camp. Guider. C'est moi qui étais le spare guide, là. Fait que quand il manquait de guide pour le saumon, c'est moi qui embarquais. Je faisais le début de la chasse au chevreuil jusqu'à mi-septembre, puis après ça, j'allais à l'école. Puis quand j'ai fini mes études à l'école d'hôtellerie, j'ai fait une saison à l'île Anticosti comme cuisinier. Mais je me suis aperçu bien vite que commander une paire de jeans au mois d'août puis l'avoir qu'au mois de novembre, c'était pas pour moi de passer mon temps là-bas, en arrière des poêles. J'aimais mieux pogner le bois, fait que j'ai lâché le derrière des cuisines, puis après ça, la vie a fait qu'on s'est rendu jusqu'à la Fermanette aujourd'hui. Je peux te dire que c'était une bonne idée. Ouais, ça a changé pas mal. Et puis, écoute, imagine, tu sais, amant de la nature comme on est, je passais mes automnes en arrière d'un poêle à faire de la bouffe pour des clients. Puis je passais plus de temps à demander au guide de ce qui était les chevreuils, puis comment que ça avait rentré, puis qu'est-ce que ça avait fait. En tout cas, fait que ça n'a pas été long. Là. C'était pas fait. Alors, remarque, il n'y a rien qu'on fait dans la vie qui est pour rien, parce que la cuisine me servit encore, puis ça me sert dans le gibier, puis j'ai écrit des livres de recettes sur le gibier justement à cause de ça, à cause de mes bases de cuisinier. Mais j'aime pas mal plus la boîte que faire de la sauce, mettons. M'a dit ça de même, Ernie. Le 1er septembre vient déjà d'être franchi, puis là, c'est le temps. Là, puis c'est permis d'appâter pour la chasse du cerf, puis ça tu y tiens vraiment là, à ce qu'on puisse parler de cette permission, parce que l'appâtage, c'est vraiment essentiel. Là. Écoute, c'est une technique de chasse qui rapporte très bien, malgré qu'elle est très controversée, parce qu'il y en a beaucoup qui sont pas tout à fait pour ça, mais si c'est bien fait, puis qu'on réussit, puis tu sais, ça dépend aussi des habitats. Tu sais, si on prend l'habitat que nous autres on a dans les Laurentides, dans les Hautes-Laurentides, dans l'Outaouais, où est-ce qu'il y a pas de champ agricole, où est-ce que le chevreuil est très dispersé à cause de la nourriture qui est dispersée, souvent les appâts, ce que ça va faire, c'est que ça va nous permettre de concentrer un certain nombre de chevreuils pour pouvoir après ça être capable d'identifier, de bien faire notre chasse, là, tu sais. Puis ça permet puis on a développé beaucoup, hein, tu sais, on est très précurseurs au Québec dans ce genre de technique-là. Puis dernièrement, je te dirais, dans les 5 dernières années, on parle beaucoup des micro-appâts. Au lieu de faire des méga-appâts, on va faire des micro-appâts à plusieurs secteurs en mettant plusieurs caméras de surveillance. Puis ce qu'on a découvert en faisant ça, c'est qu'on découvre où est-ce que les chevreuils aiment aller de jour et d'autres places qui aiment aller de nuit. Donc, ça nous permet de découvrir des secteurs, des habitats où est-ce que les mâles chevreuils et les femelles chevreuils aiment être de jour, qu'on n'a pas quand on les force des fois à mettre un appât à un endroit, dire on va le forcer à venir là, ils vont venir, mais s'ils ne se sentent pas en sécurité, ils vont venir de nuit. Donc là, en travaillant les micro-appâts, ce qui est avantageux, c'est qu'on en fait un peu partout sur notre territoire de chasse, souvent dans des endroits intéressants. Puis là, ça nous permet de pouvoir découvrir ces endroits-là que juste les chevreuils savent pourquoi ils sont à l'aise le jour. La nature est après se préparer pour l'hiver, là, tu sais. Fait que ce qui est intéressant, c'est que là, si vous vous en allez vers le côté protéines, c'est ce qui est important de retenir, c'est plus qu'on va s'en aller vers le côté protéines pour nourrir les chevreuils. Ça leur donne un apport intéressant en énergie. Ça leur donne un apport intéressant aussi pour garder leur masse grasseuse jusqu'à temps que l'hiver arrive. Fait que si on travaille ce côté protéines-là, ce que souvent, la majorité des chasseurs font pas parce qu'ils vont travailler soit avec les pommes ou avec les carottes. Mais si on travaille, exemple, une moulée protéinée, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup, mais ce que ça fait toute la différence pour intéresser les chevreuils qui sont sélectifs dans ce genre de nourriture-là pour les amener à notre appâtage. Fait que là, de travailler un côté pomme, oui, c'est comme un dessert, mais d'être capable d'augmenter le côté protéiné, ça va être vraiment, ça va faire toute la différence quand vous allez faire vos appâts. Ça fait la différence avec les voisins, parce que si vos voisins utilisent, exemple, juste des pommes, des carottes, que vous autres, vous arrivez avec de quoi qui est plus protéiné, ce que le chevreuil a le plus de besoin, là, vous allez faire la différence. Vous avez une chance que le chevreuil fasse un demi-tour plus vers votre site à vous autres que celui du voisin. C'est là que vous allez sortir votre épingle de jeu. Bon, et comme tu dis, l'important, c'est de faire la différence avec le voisin, d'avoir quelque chose de mieux à offrir aux bêtes. Mais il y a une question qui m'a été posée, puis je me suis dit, je vais demander la réponse à Steph, parce que c'est lui le spécialiste aussi de l'orignal. Alors, Stéphane, actuellement, les orignaux, ils perdent le velours de leur bois. Le velours, on appelle ça le velours, mais c'est une fine peau qui irrigue de sang. Oui, exactement. C'est exactement ça, c'est les velours, exactement, oui. C'est ça, puis là, le sang, donc, de cette peau irrigue les bois qui, de plus en plus, à chaque année, ils prennent du volume. On ne sait pas où elle va, cette peau-là. Qu'est-ce qui se passe? Ça, on n'en trouve pas. C'est quelque chose. Comment est-ce que l'apport en protéines est super important pour les cervidés, autant l'orignal que pour le chevreuil. Pour le chevreuil, c'est facile de découvrir comment est-ce qu'ils font avec le velours parce que pouvoir les avoir en enclos, les avoir en garde, on voit leur réaction à la journée. Pour l'orignal, c'est un peu plus difficile.
Mais dans les dernières années, il y a des spécialistes qui se promènent à travers l'Amérique pour l'orignal, qui réussissent dans des endroits plus ouverts, exemple l'Alaska, le Yukon, où est-ce qu'on voit les orignaux plus dans leur habitat, puis plus leur façon, leur mœurs, comment est-ce qu'ils vivent. Ben, cet apport en protéines-là, elle est hyper accentuée justement dans la perte de velours. Fait que quand le boc orignal va frotter d'un branche, ce qu'on appelle nous autres dans notre jargon, on fait du rattling, il va enlever le velours. OK? Il faut qu'il l'enlève. La raison pourquoi il l'enlève, c'est parce que, c'est une source de protéines importante. Fait qu'il va les manger. Il va tout licher les branches, il va tout licher le sang, il va aller chercher le maximum que ça peut lui donner en nutriments, mais surtout en protéines. Puis après ça, il va passer à un autre appel. Le chevreuil fait la même chose. C'est pour ça que souvent, on va arriver, mettons, c'est là, on est direct là-dedans, Ernie, là, on tombe dans la perte de velours. C'est pour ça qu'on va arriver souvent dans des buissons qui sont complètement toutes défaites. Là, on se dit, le rut s'en vient. Ben, à ce temps ici, il enlève le velours, il va licher chaque branche, il va licher chaque lambeau, il va enlever chaque lambeau de son velours pour pouvoir le manger parce qu'il a besoin de cette prise de protéines-là qui est hyper importante. Alors finalement, c'est une double fonction. Ça nourrit la couronne, puis en même temps, ça nourrit l'animal. Ben exactement. Ben, ils ont besoin du velours pour grossir la couronne, justement, avec l'apport en minéraux. Fait que ce velours-là va contenir le panache, mais quand que là, c'est la photopériode plus le changement d'hormones fait que le panache durcit, ils savent très bien qu'ils ont besoin de ça. Puis là, ben, ils vont l'arracher en le frottant dans les branches, ils vont aller le nourrir. Puis l'autre affaire, ben, ce que ça fait, c'est que ça prépare le rut. Il y a deux raisons. Là. Il y a deux autres raisons primordiales pourquoi faire qu'ils vont se mettre à frotter dans les branches. Premièrement, ils vont annoncer par l'intimidation les autres mâles du secteur qui s'en viennent. Fait que plus que la ramure elle est grosse sur la tête d'un orignal, plus que quand il va frotter dans les branches, ça fait un bruit impressionnant. Ça avertit les autres mâles de cette venue-là, de ce mâle-là qui veut dominer le territoire. Puis l'autre affaire, ben, ça sert de call aux femelles. Ça dit aux femelles, quand ils entendent commencer à frotter dans les branches, qu'il y a un mâle avec un panache quand même intéressant. Puis ce panache-là fait qu'elle va aller probablement le sélectionner parce que faut pas se mettre la tête dans le sable, Ernie, là. C'est les femelles qui décident des mâles. C'est pas les mâles qui décident des femelles, là. Tu sais, là. Fait que c'est les femelles qui vont découvrir les mâles. C'est le même aussi, ça a l'air pour l'être humain, mais ça, j'ai pas assez de recherche là-dessus encore. OK? C'est ça que je partais pour dire. C'est comme chez l'humain, c'est toujours la conjointe qui décide de tout. Là. C'est la conjointe qui décide, Ernie. Nous autres, on le sait, là. Avec on est au courant de ça. Mais tout ça pour dire que c'est les femelles qui vont, en entendant le panache, qui vont aller choisir ce mâle-là. Puis en allant le choisir, ben là, ils vont pouvoir se préparer pour la saison de l'accouplement qui arrive là, à grands pas. Là, vers la fin septembre, ça va commencer. Oui, puis plus que le panache est beau, symétrique et qui paraît bien, plus qu'il devient attractif pour la femelle, parce qu'elle ne choisira pas un boc au panache carrément atypique avec les pointes par en bas, au contraire. Exactement. Donc, elle, ce qu'elle veut, c'est d'avoir... c'est ça. Puis elle, ce qu'elle veut, c'est d'avoir le meilleur de la génétique qui va être passé pour la progéniture qui s'en vient. Fait que c'est très important pour les femelles. Fait que c'est là qu'ils vont faire la sélection. Mais tout ça, à la base, commence là. À la perte de velours, à partir de quand ils commencent à ce qu'on appelle raking, là, ce qu'ils vont frotter dans les branches, c'est là que ça commence. On rentre direct dedans, là, présentement. Ouais, et comme tu jases pas beaucoup, hein, les gens l'ont remarqué, tu viens de créer le club des jaseux. Tu les attires avec des cadeaux. Explique-moi la patente. En fait, ce qui est arrivé, c'est que, comme tu disais dans l'intro, depuis, j'ai 1600 quelques émissions faites à tous les jours depuis 5 ans là, sur le web. Où est-ce que, à tous les jours, dans des chroniques d'à peu près 30 minutes, je parle de chasse, de pêche, de plein air, puis on suit l'actualité tout le temps. Donc, ça fait que ça a créé des gens qui aiment suivre l'émission à tous les matins. Puis, ce qui est paradoxal à ça, c'est qu'aussitôt qu'on se met à parler d'armes à feu, les réseaux sociaux nous bloquent parce que tu sais que autant qu'on est aimé, le grand public n'aime pas le fait des armes à feu, surtout au Canada. Ouais. Fait qu'on a décidé que quand on parlait des réseaux sociaux, un peu d'armes à feu, qu'on se faisait complètement arrêter notre chaîne, on a décidé de partir une chaîne privée. Cette chaîne-là s'appelle onjase.live. Puis à partir de la chaîne privée, les gens peuvent s'abonner. Puis cet abonnement-là, c'est pour soutenir la plateforme, mais de la plateforme, là, on peut parler de guns, on peut parler d'armes à feu, on peut parler de balistique, on peut faire des analyses, on fait beaucoup de reviews d'armes à feu pour que les chasseurs soient au courant de quel calibre, quel boulet, quelle précision qu'ils peuvent aller chercher. On donne des techniques de tir. Ça a fait que le On Jase est devenu des jaseux. Steve supporte la plateforme. Ça a un engouement complètement fou. Là. C'est complètement malade, le nombre de personnes
s'abonnent présentement à la plateforme pour, la supporter, mais aussi pour toute l'information qu'on passe, parce que on a parti, écoute, on est rendu... 2025 va être encore plus excitant parce qu'on est sur des plateformes, des projets intéressants, mais on offre des reviews, on offre des vidéos. Écoute, on a passé, ça va faire 8 mois que la plateforme est lancée, puis on est rendu à pas loin de 2 millions de visionnements en 8 mois sur la plateforme de vidéos qu'on a mis de n'importe quoi qu'on fait, là, de visites de boutiques, de visites de nouveaux produits, de visites d'usines. C'est rendu un one-stop information de la chasse directement sur cette plateforme-là, onjase.live. Fait qu'on est content de ça. Puis comme tu dis, pour remercier le support des jaseux, on fait des tirages, on donne des cadeaux, puis on a du fun. On a des bons partenaires. On a Dodge qui s'est associé à nous autres, Beretta naturellement. On a Argo puis là, on a d'autres qui veulent, mais on manque de temps à Ernie. Fait que on est après toute la session, mais 2025 va être vraiment, vraiment une belle saison pour On Jase, puis c'est grâce aux jaseux, grâce à la passion. Oui, puis moi, j'invite les auditeurs à aller visiter tes sites. C'est interactif, mais là, il y a aussi la chasse d'orignal qui est, là, dans la réserve Matane, c'est commencé, dans certaines réserves phoniques. Oui. Est-ce que tu comptes toujours chasser l'orignal en fat bike cette année? Oh my God, c'est rendu... Hey, écoute, c'est un incontournable. Les bicycles électriques, je vous le dis, là. Puis tu sais, chaque machine a son utilité à la chasse. Autant nos pick-up, on en a besoin, mais my God, que j'adore les vélos électriques pour me déplacer, pour prospecter. C'est silencieux. Les orignaux ne nous entendent pas. Les perdrix, ceux qui aiment faire de la perdrix, là, vous allez découvrir complètement une autre façon de chasser avec ça. C'est vraiment, mais vraiment une belle invention. Puis, c'est pas forçant. Je vais dire ça de même. C'est pas forçant, les vélos électriques. Je vous le dis, là, c'est très, très, très agréable. Fait que non, c'est ma 3e saison là, que je fais en vélo électrique. Puis, my God, je peux plus me passer de ça. C'est tellement le fun. Ouais, puis l'an passé, j'avais édité la photo. J'avais eu des réactions, mon ami. C'est fou, là. Ah oui. Puis, Ernie, au Québec, c'est quand même récent. Mais l'année passée, on est allé faire une chasse aux États-Unis, à l'arc. Puis écoute, c'est rendu... Après, m'a dit ça, là, après l'arme, là, c'est l'affaire que tu vois le plus d'un pick-up des vélos électriques. Les gars sont rendus tout avec ça parce que ça nous déplace rapidement. L'effort, elle est mitigée parce que t'es pas obligé de travailler fort parce que justement, la compensation électrique, elle est très intéressante. Puis, my God, que c'est agréable. Je vais dire ça, t'entends tout, tu vois tout. M'a dit, je veux pas dire que le VTT n'est pas agréable, là, mais my God, que c'est agréable en vélo. Ouais, ben c'est moins bouillant, on s'entend, puis il reste quand même... Oui, puis, comme tu pédales pas, ben, c'est moins soufflant, donc quand tu cibles ton animal, ben t'es correct, t'es dispo, t'es relax. Alors là, le projectile va à bonne place. Alors, Stéphane Monette de l'FM Monette, on aurait pu continuer à jaser, comme tu dis, encore longtemps, mais on s'arrête ici. Je te remercie au plaisir de se reparler le mois prochain. Salut! Ben, c'est bien gentil, Ernie. Merci. Bonne chance à tout le monde. C'est un grand plaisir de travailler avec toi. C'est le fun. Salut, bye-bye. Merci, bye-bye. Suivez toute l'actualité dans le monde de la chasse, de la pêche et du plein air sur le web grâce à Rendez-vous Nature. Tous les jours, soyez informés des principales nouvelles au Québec au rendez-vous-nature.ca. Reportages, entrevues, conseils de professionnels, vous connaîtrez tout de la chasse, de la pêche et du plein air à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec. Suivez-nous au rendez-vous-nature.ca. Pour profiter pleinement des plaisirs de la chasse ou pour déjouer le poisson, les destinations de la CEPAC vous proposent de vastes secteurs exclusifs, des taux de succès élevés, des outils cartographiques de pointe et surtout du personnel qualifié et passionné. Aux 4 coins de la province, vous pourrez pratiquer votre activité préférée le temps d'une journée, lors d'un séjour en camping ou encore dans l'un de nos confortables chalets. Accédez au meilleur territoire de chasse et de pêche du Québec. Réservez votre séjour dès maintenant à cepac.com. Chasseurs, procurez-vous le Buck Thorax, l'écarteur de cage thoracique pour animaux sauvages. Ce bâton télescopique 100% en acier inoxydable alimentaire favorise le refroidissement et la préservation de la venaison en toute sécurité. Ne commettez pas l'erreur de la contaminer avec une branche d'arbre. Conçu à Rimouski, fabriqué au Québec, écologique, facile à nettoyer, résistant et compact. Disponible chez tous les bons marchands. Détails au www.buck-thorax.com. L'essayer, c'est l'adopter.
partout au Québec, de retour à Rendez-vous Nature. Voici Ernie Wells. Et voilà, c'est ainsi que se termine notre Rendez-vous Nature de cette semaine. Et je vous rappelle que Rendez-vous Nature est diffusé sur les ondes de 30 stations de radio, sans compter le web et Facebook. Et on retrouve aussi l'émission de la semaine en balado sur Balado Québec et sur le site de rendez-vous-nature.ca. Les nouvelles sont bonnes concernant le saumon de l'Atlantique. Les montaisons de grands saumons ont été faibles, mais on a observé quand même des montaisons importantes de jeunes saumons ou de madelinots. Alors, la directrice de la Fédération québécoise du saumon atlantique, Myriam Bergeron, a fait savoir que dans les rivières du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, les montaisons de saumoneaux sont dans les moyennes des 5 dernières années. Donc, ça augure bien pour l'an prochain. En d'autres termes, ça veut dire que si les montaisons de madelinots sont importantes, eh bien, plus grandes seront aussi les montaisons de grands saumons en 2026. La situation est plus inquiétante dans certaines rivières de la Côte-Nord où les montaisons sont plus faibles. Il y a une truite grise record qui a été découverte dans les eaux profondes du lac Supérieur. Attrapée par hasard lors d'une campagne scientifique en 2023, les chercheurs considèrent ce Touladi comme étant le plus vieux spécimen jamais identifié dans l'ensemble des Grands Lacs. Et cette crise compte 20 ans de plus que le plus vieux spécimen jamais enregistré dans le lac Supérieur, donc c'est une truite de 62 ans. La longévité habituelle de cette espèce des eaux profondes dans l'Amérique du Nord se situe entre 25 et 30 ans. Le Touladi est un poisson à croissance lente qui atteint sa maturité sexuelle qu'après plusieurs années. Très souvent associé à une grande longévité. Et je vous invite aussi à suivre mes chroniques papier dans le quotidien Le Soir et lesoir.ca. Alors, bonne semaine, soyez prudents. Bonne chasse aussi de la sauvagine. On pense toujours à l'orignal, qui est commencé dans plusieurs réserves fauniques, ou aussi dans certaines digues à travers la province. Faites attention à vous et à vos proches. Bonne semaine, à la semaine prochaine. Poursuivez l'aventure Rendez-vous sur le web en consultant nos nouvelles au rendez-vous-nature.ca, à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec.